Comment améliorer le résultat d'équipe de la diaspora en Belgique? Comment peut-elle penser peser plus? Est-ce que Kinshasa devrait l'organiser? Face à face spécial, je reçois ce lundi 3 juin, après le journal de 19h, Bertin Mampaka Mankamba, député MR, conseiller communal, candidat aux élections régionales en Belgique. Associatif désorganisé, comment espérer un résultat d'équipe économique inexistant? Comment penser peser dans la balance? La RDC devrait-elle organiser sa diaspora? Monsieur Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour Christian Le Sacoueno. Vous êtes député MR, conseiller communal, ancien sénateur, candidat à la région. Nous sommes dans cette semaine Belgique. Alors, vous étiez samedi avec nous. Vous avez entendu ce que les uns et les autres ont dit, y compris vous. Qu'est-ce qui ne va pas à la diaspora congolaise? Voilà, la diaspora congolaise, si on dit qu'elle n'est pas organisée, elle n'est pas assez présente à mon goût, comme on dit. Dans la vie quotidienne de la Belgique et des Congolais. La diaspora congolaise, quand on la compare à la diaspora guinéenne qui construit dans son pays, quand on compare aux Maghrébins ou aux Chinois, aux Indiens, qu'on retrouve dans les différentes capitales d'Europe, semble être un peu transparente dans son action, dans son vécu de tous les jours, concrètement. Il y a beaucoup d'exemples sur l'assistance. Il y a beaucoup d'associatifs d'origine congolaise, les anciens de Kisantou, les anciens du collège Saint-Louis de Monédite ou je ne sais pas encore, le collège Alpha-Géry, je ne sais pas où. Il y a beaucoup d'associatifs comme ça, mais qui ne sont pas aussi structurés, organisés pour pouvoir faciliter la vie des Congolais dans ce pays, en Belgique, de manière globale. Ce sont des associations de rencontres, comme on les appelle, qui ne sont pas d'associations d'influence, qui ne sont pas d'associations qui se traduisent concrètement sur une création de lieux pour répondre à des besoins des membres de la diaspora congolaise. C'est ce qu'on reproche à la diaspora congolaise. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, est-ce qu'il y a moyen de remédier à cette situation qui est préjudiciable pour les enfants qui sont ici en Belgique? Est-ce que vous imaginez, M. Le Sacoueno, qu'avec le nombre de Congolais que nous avons en Belgique, les enfants congolais d'origine congolaise qui sont ici à Bruxelles ou dans d'autres provinces n'ont pas toujours l'opportunité de trouver un lieu où ils peuvent suivre les cours de Lingala, ce qui est assez difficile. Cette diaspora a des problèmes lorsqu'elle doit se réunir à l'occasion d'un deuil. Nous louons des lieux qui sont gérés et tenus par des Turcs, par des Maghrébins et quelquefois par des Européens. Donc il n'y a pas une organisation suffisante de la diaspora ou crédible pour pouvoir gérer un lieu, pas seulement de rencontre, un lieu de mariage, de deuil. Par contre, la diaspora congolaise, du point de vue religieux, est suffisamment bien structurée, bien entendu. Il y a des églises, bien entendu, qui ont quelques lieux qui leur appartiennent pour exercer leur lieu de culte, mais la même chose devait exister en parallèle pour des activités qui ne sont pas dites cultuelles. Ça manque. Hier, j'étais dans une église brésilienne, il y avait 2000 personnes, ce sont des gens qui ont racheté carrément un domaine en plein Bruxelles, en Anderlecht, qui était une ancienne usine. Ils ont fait des transformations. Quand on y rentre, ce n'est pas le même niveau, degré d'organisation que nos églises subsahariennes congolaises qu'on trouve à Bruxelles. Pourtant, nous sommes plus nombreux que... Plus nombreux et installés depuis beaucoup plus longtemps. On n'a pas intégré la devise belge de l'union fait la force? C'est quelque chose qui est très difficile chez nous. On trouve beaucoup d'associations chez les Congolais, mais comme j'aime bien dire et caricaturer, de manière générale, le Congolais, quand vous avez 5 enfants adultes dans la maison et les parents, il y a presque 3 associations. Le père a son association, les enfants ont leur association. Et dans l'association du père, l'enfant est trésorier et la mère est vice-président. Donc l'associatif, on peut dire quelque part, il est alimentaire plutôt qu'un associatif vraiment d'influence. Ce qui nous manque, c'est des associations qui peuvent vraiment parler de manière crédible au nom d'une catégorie de Belges d'origine congolaise qui n'ont pas de lieu d'expression. Donc des associations professionnalisées, des associations crédibles. Le combat que moi aussi je mène en tant qu'élu depuis plusieurs années, c'est celui de professionnaliser l'associatif congolais pour qu'il rende des services. Je suis arrivé en 79, j'aime souvent le répéter. À l'époque, il fallait un garant pour pouvoir séjourner en Belgique.
Je me souviendrai encore toute ma vie. Il y avait ici un centre qu'on appelait le CRESA, Centre d'études et de recherche zaïrois à l'époque. Ces gens-là avaient trouvé une solution de pouvoir s'assurer auprès d'une assurance suisse pour pouvoir, comment dirais-je, donner une espèce de garantie aux étudiants congolais qui n'avaient pas de garants. Moi, j'ai séjourné en Belgique dans les premières années de mon séjour en Belgique, quelques années plus tard, avec une prise en charge de ce qu'on appelle le CRESA. Aujourd'hui, il nous manque ça. Il nous manque ça et c'est terriblement criant parce que la population a augmenté et les gens ne peuvent pas toujours attendre du service public belge, que ce soit la commune ou l'administration ou d'autres associations, l'aide nécessaire. Il y a beaucoup de détresse dans notre communauté, beaucoup de dépression, beaucoup de désolation, les difficultés administratives sont énormes. Il y a peu d'associations, à part Africa Subsahara, qui est tenue par Maman Midiane, ma colistière, que je connais, qui fait de l'accompagnement et aussi beaucoup d'alphabétisation. Mais ce n'est pas suffisant. Cette UCI devait s'organiser convenablement pour pouvoir produire une espèce d'aide administrative, psychologique et sociale à des Congolais. Je pense qu'il est temps de créer une espèce de service social congolais pour les ressortissants d'origine congolaise. Vous pensez qu'il est temps que cela soit créé, mais qui devrait passer à l'initiative de cette création? Je pense que c'est le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais viendrait organiser la diaspora ici au Congo, en Belgique. Tout à fait, parce qu'il y a l'occasion de l'élection présidentielle a démontré qu'il y a après quelques milliers de Congolais qui vivent ici, qui séjournent légalement en Belgique, qui ont voté en tant que Congolais. Donc le gouvernement congolais a intérêt à pouvoir assister d'abord ses propres ressortissants qui ne sont pas toujours belges aujourd'hui, mais qui travaillent, qui vivent dans ce pays, qui ont un salaire, qui ont tout, pour les accompagner, comme je l'ai déjà dit sous vos ondes de l'autre fois, en considérant que tous ces Congolais, c'est un produit. Pardonnez-moi l'expression, mais considérer qu'un Congolais de la diaspora qui travaille, qui envoie un peu d'argent au Congo, est un produit qui peut produire, il faut l'entretenir. Même une machine, ça s'entretient. Un travailleur, ça s'entretient. Il y a des sociétés qui donnent des soins de santé à leurs travailleurs pour pouvoir en tirer le maximum. Donc si le gouvernement congolais et le nouveau ministre des Affaires étrangères, j'espère, prend conscience, comme Bruxelles, à Londres, Paris et consorts, il y a besoin que la diaspora congolaise, parlons d'abord de ceux qui sont encore congolais, n'est-ce pas, a besoin d'assistance, de guidance, n'est-ce pas, d'accompagnement, et même des tuyaux pour savoir qu'en Flandre, on recrute dans tel secteur, on peut vous aider à faire des CV, à pouvoir y aller, on peut vous faciliter la vie. C'est le gouvernement congolais qui gagne parce que ces gens-là, lorsqu'ils sont bien installés, ils finissent par devenir une diaspora, je vais dire, crédible, redoutable financièrement, comme les autres diasporas. Ils peuvent entreprendre, faire beaucoup de choses. Et parce que le service social congolais pourrait être créé en ce moment-là par le gouvernement, je me dis, les Belges d'origine congolaise que nous sommes, d'origine française, américaine et autres, pourraient de temps en temps y faire recours en fonction de leurs besoins, parce qu'on a beau dire, beaucoup d'entre nous avons la nationalité belge, dans mon cas je suis mandataire public, etc. etc. On a besoin aussi d'accompagnement, d'aide, de soutien de toute forme. Il y a des problèmes particuliers que les services sociaux belges ne peuvent pas faire. Des problèmes culturels, l'approche culturelle est très importante. J'étais professeur d'assistants sociaux, j'ai donné cours, et une des choses que j'ai remarquées, qui est assez particulière, c'est que l'intervention d'un travailleur social dans un environnement culturel différent, où nous avons de codes en termes d'éducation de nos enfants, posait problème. Il y a beaucoup de Congolais qui ont dit, il y a quelques années, que l'intervention des assistants sociaux posait problème dans le sens que lorsque ils allaient dans des familles congolaises, souvent, les enfants se retrouvaient dotés d'un minimex et ils cassaient la structure familiale. Il y a besoin donc d'une intervention appropriée pour des gens qui sont ressortissants du Congo. Je pense qu'il y a une grosse nécessité. Ça aiderait à structurer toute l'associatif, le professionnaliser, lui montrer où il faut aller demander des subsides publics, parce que pas mal d'associations ne sollicitent même pas les subsides dont d'autres ressortissants d'autres pays profitent aujourd'hui. Donc pour que cette diaspora soit organisée, il faudrait que le gouvernement à Kinshasa intervienne au niveau économique inexistant. Comment est-ce qu'on peut penser pouvoir peser dans cette Belgique où on voit bien les Turcs, les Marocains deviennent une force. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais bon, ils sont aussi économiquement forts. Pour l'économique aussi, le gouvernement congolais devrait créer ces millionnaires. Je sais, Christian Sakweno, dans ta question, il y a une espèce de choses
je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne dis pas que le gouvernement doit tout faire. C'est la mauvaise réponse, n'est-ce pas? Le citoyen, quand il est mécontent, c'est toujours la faute du public, etc., etc. Mais le gouvernement peut être à l'initiative de toute une série de choses. S'il n'est pas à l'initiative, il pourrait faciliter un cadre. Sur le plan économique, sur le plan commercial, n'est-ce pas? Aujourd'hui, moi, je rencontre une catégorie des Congolais, des jeunes, essentiellement entre 25 et 40, qui sont vraiment demandeurs de pouvoir être des entrepreneurs en Belgique et des entrepreneurs au Congo, n'est-ce pas? Je l'ai dit à qui des doigts à l'époque, je pense qu'il faut mettre un cadre. Le cadre qui permet à ce genre de pouvoir créer leur entreprise ici en Belgique et ailleurs. Lorsqu'on voit le secteur de l'alimentation, par exemple, le secteur de l'alimentation, les produits que nous recevons, que nous consommons sur le marché bruxellois, sont des produits qui nous sont distribués, vendus par d'autres communautés que nous-mêmes, les Congolais. Il est difficile. Hier, c'était notre cas. Est-ce que ce n'est pas de notre chef uniquement? J'ai le sentiment qu'on n'est pas très entrepreneur. Je vais dire quelque chose qui va blesser beaucoup d'entre nous. On a le sentiment que le Congolais, je ne dis pas se contente, dès qu'il a son revenu d'insertion, ce qu'on appelle le CPS, jadis pour certains, n'est-ce pas? Certains se contentent, comme beaucoup de Belges d'ailleurs, qui comparent ceux qui reçoivent au CPS ou au chômage par rapport au salaire qu'ils considèrent misérable qu'ils pourraient gagner. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas le travailleur qui, en allant travailler, ne gagne que 200 € en plus. Mais ce phénomène est encore plus grave chez nous, les Congolais, particulièrement les subsahariens. Donc la différence d'argent qu'il y a entre ce qu'on pourrait gagner au CPS et ce qu'on pourrait gagner en allant travailler décourage non seulement les Belges de souche, mais nous décourage aussi beaucoup plus particulièrement chez nous. Le MR, mouvement réformateur que je représente, nous avons un programme là-dessus en disant que la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient d'allocations sociales doit être au moins de 500 €. Ça, c'est une mesure générale que nous prendrons si, par bonheur, nous sommes dans une majorité au niveau fédéral et aux différents niveaux, comment on appelle, des entités fédéralisées, comme on les appelle. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a besoin que les ministres congolais qui ont en charge le commerce extérieur, notamment, qu'ils puissent se préoccuper de savoir si les membres de la diaspora congolaise vivant dans tout ce pays où il y a des bouches à nourrir et qui continuent à manger la chikwang, les safou et les makaïbou et d'autres produits qui consomment du piment à chaque repas, voir s'il n'y a pas moyen de pouvoir créer le cadre. Ça veut dire quoi? Quand le gouvernement congolais à Kinshasa donne des crédits pour entreprendre des jeunes entrepreneurs qui sont à Kinshasa, on pourrait s'imaginer et dire, tiens, on peut affecter 10%, 20 ou 30% de ces budgets qui sont destinés à cette politique à des entrepreneurs issus de la diversité congolaise à Bruxelles, à Paris, à Londres, n'est-ce pas, pour que l'importation de piment ne soit pas faite par des sujets d'origine indienne dans la diaspora qui représentent quand même une activité qui peuvent occuper et salarier des personnes. Je pense qu'il y a quelque chose de concret à faire. Chaque ministre, dans ses compétences, peut avoir l'opportunité de pouvoir inclure un volet diaspora dans sa compétence. Pour vous, c'est important que Kinshasa prenne en charge, ou en tout cas prenne plus en compte ce qui se passe ici à l'extérieur. Oui, il ne faut pas considérer cette composante de la diaspora comme étant des braves pauvres petits réfugiés qui contribuent aux frais d'enterrement et aux frais de soins, de santé de leur famille restée sans qu'on ne puisse donner un avantage particulier à ces gens. C'est clair que la diaspora fait beaucoup, mais est-ce que la diaspora veut faire plus aussi? Parce que quand on voit tout ce qu'elle draine pour le Congo, on se rend compte en termes de quantité que c'est important, mais en termes de qualité, on ne va pas dire que ça l'est moindre, mais c'est surtout familial et social. Est-ce que on se pose la question par rapport au fait de savoir si elle est économiquement compétente, mais est-ce qu'on devrait aussi se poser la question de savoir si elle est compétente à l'organisation de vrais projets, de vraies richesses? Monsieur Sakweno, la désorganisation économique du Congo impacte la diaspora. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La désorganisation économique du Congo impacte aussi la diaspora. D'après ce que je sais,
toutes les banques au Congo sont des banques étrangères, africaines même. Il n'y a plus de Dokolo, il n'y a plus de Banque du Peuple. Il y a une urgence à ce que l'économie congolaise revienne aux mains des Congolais. Ceci aura certainement un impact dans la diaspora. Mon sentiment, c'est que si demain il y avait une BDP, Banque du Peuple, à l'époque, BK, de Dokolo et d'autres qui ont de filiales et de représentations à Bruxelles, les jeunes subsahariens qui ne sont pas congolais, en tout cas, qui ne sont pas bancables auprès des institutions belges par rapport à leurs projets, qui pourraient l'être économiquement par rapport à des institutions congolaises qui tiendront en considération et qui ont une meilleure connaissance d'ailleurs de paramètres économiques dans le Congo pour pouvoir, comment dirais-je, booster l'activité économique, permettre que nos enfants, qui sont nombreux, qui aimeraient bien, comme j'aime bien dire, non seulement créer leur entreprise ici, mais au moins jouer un rôle dans les relations économiques entre la Belgique et le Congo à tous les niveaux. Du petit piment vert qu'on vend jusqu'au minerai, comme je vois, nous sommes exclus de l'activité économique ici parce que déjà, l'économie congolaise a été donnée, vendue, comment on appelle, bradée à des ressortissants étrangers. Moi, je suis un fils de Mobutistes. Mon père était acquéreur dans la Zarisation en 1971. L'idée de Mobutu était bonne. C'est l'exécution qui a posé problème, celle de remettre le commerce et le petit commerce aux autochtones, etc. Je pense que si jamais demain à Kinshasa, l'activité économique revenait aussi aux mains des autochtones, donc des Congolais, j'ai le sentiment que la répercussion se fera également ici, au niveau de la diaspora congolaise, en termes de résultats. Est-ce que vous en êtes certain? Au moment où on parle beaucoup de dérisking, les Belges, ou en tout cas les banques belges, et généralement européennes, qui ferment les comptes de ceux qui sont en contact avec la République démocratique du Congo, l'Afrique en général. Là, je parle là, je parle aux politiques. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Des personnes qui ont travaillé toute leur vie en Belgique, qui se retrouvent pensionnés, qui décident d'aller profiter de leur pension au Congo, voient leur compte fermé et donc se retrouvent dans l'impossibilité de toucher leur pension. C'est une question technique. Vous l'adressez à un homme politique qui a la chance dans son parcours d'avoir rencontré un jeune homme qui s'appelle Junior Mboui, qui a une grande expertise. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme qui était un financier, qui a travaillé sur les plates financières importantes, qui a une société qui s'appelle JPJ et qui a un projet important que j'ai rencontré à Paris. Lui et moi, nous sommes allés présenter aux sénateurs français, mes collègues, un projet sur les relations économiques entre le Congo et le système bancaire monétaire international a des exigences visiblement que ne satisfait pas la République démocratique du Congo en termes de blanchiment d'argent. Junior Mboui propose quelque chose d'assez crédible, mais très technique, que je ne peux pas expliquer ici, qui devait être mis en place pour pouvoir, entre autres, faciliter les flux financiers qui sont aujourd'hui troublés. Je pense qu'il y a aussi une autre décision politique en celle-là, c'est celle à laquelle tu penses, que les autorités politiques belges et congolaises s'assiedent autour de la table pour trouver une solution par rapport à ce problème qui fait qu'il n'y a plus de flux financiers entre le Congo, la Belgique et toute une sorte d'autres pays et qui pénalise l'économie congolaise, mais surtout le développement de l'activité économique entre ce pays, la Belgique et le Congo. Oui. Mais ce n'est pas que le Congo qui est concerné. Beaucoup de pays sont dans la même situation que le Congo. Et le Congo n'est pas plus dangereux que beaucoup de pays d'Amérique latine. Or, jamais on ne parle ou peu a été dit sur le dérisking au niveau européen. Avec l'Amérique latine, on a beaucoup par contre parlé du faible niveau d'échange avec l'Afrique, moins d'1%, alors que l'Amérique latine, c'est beaucoup plus important. L'Amérique latine et Asie du Sud-Est, attention, où l'argent n'est pas plus propre ou ne serait pas plus propre que le nôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que beaucoup de choses peuvent encore se faire entre les deux pays, alors qu'entre les deux pays, relations bancaires, il n'y a quasiment plus? Christian Sokone, cela que la diaspora congolaise est nécessaire dans l'existence de la vie politique belge. C'est là que la diaspora est nécessaire. Aujourd'hui, elle n'a pas assez de pouvoir pour pouvoir peser sur ce genre de décisions en termes financiers, des relations économiques. La Belgique accueille les institutions internationales. Ce n'est pas le siège des grandes institutions monétaires, mais c'est le lieu de passage de beaucoup de diplomatie. C'est un allié. Nous devons nous en faire un allié
la petite Belgique au cœur de l'Europe comme un allié pour pouvoir résoudre ces problèmes de flux financiers. Nous n'avons pas fait beaucoup de choses. Je ne vais pas jeter la pierre et le pauvre tout le temps aux dirigeants, c'est-à-dire aux ministres qui ont en charge, à qui le président de la République a fait confiance pour les confier de dossiers importants comme ceux-là. Mais c'est au ministre du Commerce extérieur, c'est au ministre des Finances. En place, c'est au Premier ministre, c'est au gouverneur de la Banque nationale congolaise de déployer tout leur arsenal diplomatique, économique et financier pour pouvoir, ne fût-ce que atténuer les effets de cette mesure qui est préjudiciable pour beaucoup et qui est vraiment catastrophique pour le développement de l'économie du Congo, tout simplement. Je sais que le Congo, comme beaucoup d'autres pays, ont développé un axe financier et économique avec l'Asie ou le Moyen-Orient ou la Turquie bientôt, plus qu'avec l'Europe occidentale, ce qui est bien. Mais il ne faut pas complètement mettre la clé sous l'opération pour les relations économiques avec la Belgique ou la France. Il y a une insuffisance de démarches faites par le pouvoir public congolais, j'ai dit le pouvoir public congolais, en ce sens. Nous incluons nous-mêmes, membres de la diaspora, pour que nous soyons sensibilisés par rapport à cette réalité. Comme je l'ai dit sous vos ondes, je déplore que le ministre des Affaires étrangères congolaise arrive ici 10 fois, 5 fois, et qu'il y ait 5 députés, 4 députés d'origine congolaise, quelques échevins qu'il ne rencontre même pas ou qu'il refuse de rencontrer. Je suis vraiment peiné de voir que nous ne sommes pas des interlocuteurs pour les autorités politiques congolaises à différents niveaux. La chose la plus rocambolesque, c'est la délégation parlementaire qui est arrivée pour, soi-disant, une mission de diplomatie parlementaire qui n'a vu personne d'entre nous, qui n'a rencontré personne d'entre nous, et qui était au perchoir du Parlement pour entendre nos collègues condamner l'agression du Rwanda. Mais il ne suffit pas de condamner, il faut prendre des mesures. S'ils étaient en contact avec nous, on leur aurait dit, voilà, tel parlementaire est plus efficace, entendu et respecté dans son parti. On pourrait proposer sur la table des mesures. J'étais autour de la table quand les mesures contre les hommes de Kabila ont été prises, n'est-ce pas? J'ai vu comment est-ce que c'était parti, et je salue Georges d'Allemagne au passage, qui a été très efficace en la matière, n'est-ce pas? Y compris comment viennent ces mesures, ces sanctions sur la table. Je pense que cette histoire de risque financier, je ne dis pas qu'elle est mal gérée, je ne peux pas donner des leçons, mais les premières victimes, c'est-à-dire le RDC, qui en assume les conséquences aujourd'hui en termes de flux économiques, devraient être plus actifs au sein des institutions qui sont concernées. C'est encore à elle à agir. Vous dites qu'il faudrait un maximum d'élus d'origine congolaise, mais vous êtes 3, 4, 5, vous êtes... Pas suffisant. Pas suffisant. Ce n'est pas assez. Mais pas... Quand on sait que tout dépend d'opinion publique, ici, l'opinion publique étant très importante, mais le peu que vous êtes ne suffit pas à mobiliser autour d'actions. D'abord, nous ne sommes pas sensibilisés à cette problématique. Nous apprenons, j'apprends par votre bouche et par la bouche de quelques acteurs économiques, de manière informelle, qu'il y a des difficultés en termes de flux financiers entre la Belgique et le Congo, notamment, et d'autres pays. Vos électeurs ne vous en parlent pas? Ils nous en parlent au coin de la table. Sachez que beaucoup d'entre eux ne sont pas impliqués. Ils sont financièrement peut-être pas aussi... plus en contact avec le pays. Vous savez, la majorité d'entre nous, il y a 80% de chômeurs dans la communauté subsaharienne. Des chômeurs, n'est-ce pas? La crise, il y a une discrimination à l'emploi qui est réelle, qui fait que 80% des Africains sont au chômage. Quand ils ont des emplois précaires. Les rémunérations sont très très faibles. Et alors, cela n'entraîne pas beaucoup de flux financiers entre la Belgique et le Congo, même si de temps en temps, par Western Union, ils envoient des montées de système qui, à la fin, font des milliards pour la RDC, n'est-ce pas? Donc, nos électeurs les plus directs que nous rencontrons ne sont pas vraiment frappés par cette mesure, parce qu'ils n'ont pas de quantité et des sommes d'argent conséquentes à envoyer ou à recevoir du Congo, n'est-ce pas? Et je vous l'ai dit, et vous l'avez remarqué vous-même, qu'il n'y a pas une classe moyenne congolaise entreprenante qui a des flux financiers entre la Belgique et le Congo qui est frappée par cette mesure. Donc, il faut vraiment être initié, fréquenter une catégorie de personnes particulières pour savoir qu'il y a cette problématique de transfert des flux financiers en République démocratique du Congo avec la Belgique pour que nous puissions peser dessus. Mais nous sommes exclus, je vous l'ai dit dans toutes les langues, question de Sakweno, nous sommes exclus, n'est-ce pas, des questions du Congo
que ce soit dans nos partis politiques, que ce soit surtout, et c'est là que ça nous fait tout ça mal, je ne suis pas le seul à m'en plaindre, hein. Je ne suis pas le seul à me plaindre, je parle avec tous mes collègues parlementaires d'origine congolaise, nous ne sommes pas 50, nous étions 4, et j'espère qu'on sera peut-être 5 ou 6 encore. On n'est pas impliqué. Tiens, le gouverneur de la Banque nationale qui viendrait ici en ce jour, qui pourrait avoir l'occasion d'inviter à déjeuner, n'est-ce pas, ou prendre un café avec des élus de la diaspora pour lui tenir au courant, regarder les difficultés que nous avons, cela impacte notre économie nationale, n'est-ce pas? Ce sont des choses qu'on ne nous permet pas l'occasion de pouvoir rentrer dans le débat ou d'utiliser nos relations, nos positions au sein de nos partis pour pouvoir, comment dirais-je, faciliter la vie des Congolais déjà qui sont victimes et aider l'économie congolaise par notre position politique. Parlez de la diaspora et de ce que vous, élus d'origine congolaise, pourrez faire pour cette diaspora qui est installée légalement ici en République démocratique du Congo. D'abord ce chiffre. Cela vient de vous-même. Il y a quelques instants, vous avez dit entre emploi précaire et autres, il y a 80% de chômeurs dans notre communauté. Or, en janvier 2024, on dénombre en Belgique 36,5% de chômeurs complets indemnisés ou demandeurs d'emploi au chômage depuis moins d'un an. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait 2 fois plus de chômage dans nos communautés Tout à fait. que dans la Belgique? Tout à fait. Et qu'est-ce que l'élu que vous êtes ou candidat à sa réélection peut faire pour elle? Georges-Louis Boucher, le MR en général, nous plaidons pour ce qu'on appelle les CV anonymes. Les CV qui permettraient, comment dirais-je, aux recruteurs de recruter la personne sur papier qui est d'une réelle compétence. Monsieur le Sakweno, je vais même vous dire que souvent je suis interpellé par ceux même qui travaillent, infirmières, aides-soignantes, livreurs, indépendants, de la souffrance qu'ils connaissent sur le lieu de travail en termes de discrimination. Il y a une discrimination à l'embauche qui est criante, n'est-ce pas? Dans notre mouvement réformateur, on propose un CV anonyme, mais surtout, nous dénonçons, j'ai écrit une lettre à beaucoup d'électeurs pour dire le gouvernement écolo, PS, Défi et les engagés à l'époque ont beaucoup privilégié ce qu'on appelle le copinage. Le népotisme, comme chez vous, n'est-ce pas, au Congo, je ne sais plus quoi encore. Comme chez vous aussi, hein. Le clientélisme. Tout à fait. Le népotisme, le clientélisme, c'est belge. C'est tout à fait belge. Et qui fait que les minorités comme nous, qui n'avons pas les relais nécessaires, sommes 4 fois plus victimes. Vous savez qu'à la ville de Bruxelles, pour trouver un emploi, demain vous recevrez, d'après ce que je compris, un bourgmestre important, n'est-ce pas? L'accès à la fonction publique, tout simplement. Les petits emplois publics de femmes de ménage, de huissiers, comment on appelle, de guichetiers et d'autres. Il y a beaucoup de clientélisme, de copinage dans l'affaire qui font que les Noirs, qui eux n'ont pas beaucoup de relais dans ce pays, sont les premières victimes. Donc à Bruxelles, c'est vrai que demain nous recevons Michel Claus, qui est le bourgmestre de Bruxelles. À Bruxelles, le bourgmestre PS, hein, vous êtes quand même avec le gouvernement. Demandez-lui combien de Noirs travaillent dans son administration. Il a une adjointe congolaise qu'on recevra aussi jeudi ici. Une adjointe qui est Lidia Mouchebele, qui était mon collaboratrice. Qui ne fait pas plus pour les... Non, il ne faut pas demander. Lidia, c'était mon assistante, c'est ma fille politique, comme elle dit, qui fait le maximum de ce qu'elle peut faire. Quand un échevin devient échevin, il n'est pas échevin que pour les Congolais, n'est-ce pas? Oui, Philippe Claus a son mérite d'avoir, je ne dis pas à ma demande, mais après que je l'ai interpellé au conseil communal, que je lui ai reproché que depuis que je n'étais plus échevin à la ville de Bruxelles, qu'il n'y avait plus un seul noir dans les couloirs de l'hôtel de ville. Ça se passe au conseil communal. Et après, M. Claus a donc choisi, il a entendu cette reproche que je lui ai fait, n'est-ce pas? Rappelons, j'étais échevin pendant 9 ans à la ville de Bruxelles. Et quand j'étais, dans mon cabinet, il y avait 3 noirs. Et chaque échevin a engagé 1 ou 2 noirs parce que moi, mon paquet, j'avais engagé des gens dans mon cabinet. Et dans l'administration, Claus, qui était échevin comme moi, et moi-même, avons engagé quelques minorités, quelques Africains. Quand j'ai quitté les chevinats, n'est-ce pas, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus un seul noir dans le couloir. Je le reprochais à Claus, je me souviens, c'était un conseil communal à l'Académie des Beaux-Arts, parce que grâce au Covid, je lui ai dit, Monsieur Claus, il n'y a plus de noirs dans le couloir d'hôtel de ville. Il m'a écouté avec attention. Quelques semaines plus tard, quand je suis passé au MR, n'est-ce pas, M. Claus a proposé Lidia Mouchebele comme échevin à la ville de Bruxelles. Donc, il écoute, il entend, je l'en remercie. Et Lidia, ça me fait encore 2 fois plus chaud au cœur parce que c'est moi qui l'ai donc mis en politique. Oui, mais vous dites que le clientélisme et le népotisme est encore de règle. Font qu'aujourd'hui, M. Losakweno, que les plus nombreux sont les Maghrébins.
malgré le peu d'Africains subsahariens engagés dans l'administration de la ville de Bruxelles aujourd'hui, n'est-ce pas, elle est insuffisante. Allez, je peux vous donner un chiffre. Il y a environ 10 ou 12 000, peut-être plus, c'est une estimation d'un professeur de comptabilité qui a donné aussi des cours de statistiques, donc c'est-à-dire Bertrand Mapaka. Il y a environ entre 10 et 15 000 Noirs sur le territoire de la ville de Bruxelles. En pourcentage, on devrait retrouver dans la fonction publique, c'est-à-dire dans l'enseignement. La ville de Bruxelles a à peu près 28 000 emplois. 28 000, 7 000 dans les hôpitaux, 4 000, 3 000 policiers, 5 000. 28 000 emplois, combien de... Combien de Noirs? Oui. Eh bien, je trouve que c'est insuffisant. On ne peut pas vous donner un chiffre aujourd'hui. Il y en a un ici et là qui sont discriminés dans leur job, qui sont maltraités. Il n'y a pas suffisamment. Ce n'est pas parce qu'on fait une échevine, et je remercie Claude de l'avoir fait, d'autant plus qu'il a pris quelqu'un que moi j'ai formé, n'est-ce pas? J'en suis fier et j'ai vendu. Et c'est la meilleure sur le marché, au passage, je le dis. C'est la meilleure sur le marché et qui fait le maximum de ce qu'elle peut faire, mais ça ne doit pas s'arrêter à ce symbole. Nous devons descendre plus loin. Il ne faut pas faire des politiques de discrimination positive. Ça, c'est pas ça que je réclame, mais être attentif. J'avais un directeur général qui avait même, à qui j'ai imposé l'idée dans le service de Marc Libens, à la régie foncière, qu'elle dirige aujourd'hui. Et j'ai appelé ce directeur général, je lui ai dit, mais monsieur le directeur général, vous avez 320 fonctionnaires. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois me couper de la diversité dans votre service? Vous ne vous posez pas des questions vous-même, que vous avez 320 fonctionnaires à la régie foncière, vous n'avez ni d'arabe ni de noir. À Marc Libens, j'ai dit ça. Vous prenez madame Lydia Mouchebele, Lydia est bonne aujourd'hui en tant que chef de la régie foncière, parce qu'à l'époque, je l'avais envoyée dans ce service qu'elle connaît du tête au pied. Mais, bien sûr, depuis qu'elle est là, il y a 3-4 personnes. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Sur les 28 000 fonctionnaires de la ville de Bruxelles. D'abord, revenons peut-être aux chiffres. Oui. La population d'origine congolaise ou congolaise, c'est en pourcentage, c'est combien? Sous la région, je réponds toujours africain, sous la région Bruxelles-Capitale, moi, avec mes estimations, mais vraiment très, 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 très recoupées, je pense pouvoir dire que je suis le seul qui détient ce chiffre ou qui ait fait un travail pour pouvoir le recouper. J'estime à peu près 100 000 Africains, subsahariens, noirs, nigériens, mauritaniens, congolais, guinéens et consorts. Sur une population de sur une population de 1 200 000 habitants. Donc 8 à 10% voilà, de la population subsaharienne. Si on devrait retrouver cette population subsaharienne au niveau à 8%, hein, au niveau divisé par 12, au niveau de la fonction publique, il y aurait au moins 2000 fonctionnaires d'origine subsaharienne, puisqu'aujourd'hui on a dit qu'on peut ne pas être, ça c'est Gisèle Mandaïla qui le disait récemment, on peut être étranger dans la fonction publique, il n'y a pas 2000 subsahariens dans la fonction publique. Au-delà de ma fonction de député, de mandataire public, je revendique être un spécialiste de la question de la diaspora congolaise en région Bruxelles-Capitale. Je connais les administrations municipales qui engagent, je connais les associations, etc. Il n'y a pas 2, 3, 4 000 fonctionnaires publics issus de la diversité subsaharienne dans les 19 municipalités et dans les services de la région Bruxelles-Capitale, COCOF, bicommunautaire et consorts. On les trouve où? On les trouve quand ils sont là, on les trouve dans les maisons de repos qui sont gérées par le pouvoir public comme aides-soignantes, ce qui est déjà bien parce que là, on a besoin vraiment de nous. Et donc, mais ça irait mieux s'il y avait plus d'élus, ça vous le dites, ça irait mieux s'il y avait plus d'élus d'origine africaine ou congolaise. J'étais dans un parti où j'ai fait siéger 9 Congolais dans un seul parti, près de 12% sur les 69 élus, n'est-ce pas? Ça m'a été compté, c'est comme ça qu'on m'a accusé d'avoir consommé les téléphones, c'est comme ça qu'on m'a accusé de plein de choses et que j'ai été écarté en 2007 pendant 4 mois parce que j'avais fait élire à peu près 9 Congolais dans les différentes communes, dans les partis où j'étais. Moi, je souhaite qu'aux prochaines élections municipales qui vont avoir lieu dans 3 mois après celle-ci, n'est-ce pas, que les Africains, les Congolais, soient suffisamment représentés. Comme chez moi à la ville de Bruxelles, où nous sommes 5 sur 49, ce qui est déjà un ratio convenable, mais ça c'est la représentation parce que on ne peut pas dire que c'est le système belge qui nous permet. Il n'y a pas eu de politique pour encourager les gens, mais c'est parce que nous sommes engouffrés dans la brèche. Et les 5, nous devons être attentifs. Il ne faut pas tenir des quotas ni des pourcentages, mais être attentif qu'il n'y ait pas de discrimination, car il y a une discrimination à l'embauche criante, essentiellement dans le pouvoir public belge. Or, le pouvoir public belge est le premier employeur de ce pays, parce que sur les 4 millions d'emplois qu'il y a, à peu près,
il y a à peu près 1 million d'emplois dans la fonction publique de la commune jusqu'au fédéral. Merci à vous, Bertin Mampaka, d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui MR, libéral. Hier, vous étiez PSC, socio-chrétien, mais entre-temps, le parti était devenu humaniste CDH. Hier, vous demandiez de voter socio-chrétien puis humaniste. Aujourd'hui, comment vous expliquez à vos électeurs, à ceux qui vous suivent, qui doivent être libéraux? D'abord, je voudrais leur dire que je suis fidèle aux engagements que j'ai pris, car le parti dans lequel j'étais, le PSC, CDH, s'est sabordé. Il s'est tué, il s'est suicidé, il s'est pendu, il est mort. Il n'y a plus de CDH dans le paysage politique belge. Aujourd'hui, il a changé de nom. Voilà, il s'est mué, n'est-ce pas? Et comme par hasard, la doctrine qu'il a épousée et les priorités qu'il défend sont exactement les mêmes que celles que défend le mouvement réformateur. Donc c'est pour dire que j'ai eu raison longtemps avant, mais vous savez ceux qui ont raison avant, Copernic et les autres, et Galilée et je ne sais qui d'autres scientifiques, on les pend toujours. J'ai eu raison de quitter le CDH de l'époque pour rejoindre le mouvement réformateur, parce que l'offre du mouvement réformateur tenait compte de la situation de nous les minorités, c'est-à-dire accès à l'emploi pour pouvoir créer la richesse, le respect du travailleur, n'est-ce pas, la liberté d'entreprendre, l'émancipation et l'égalité des chances qui sont des valeurs très chères à Louis Michel, à Georges-Louis Boucher, à Charles Michel, à Sophie Ilmès, David Lester et Westman, tous ceux qui m'ont fait un accueil vraiment chaleureux dans ce parti. Au RMR, j'y suis arrivé et j'ai expliqué le jour où je suis parti, c'est un grand parti. Un grand parti avec tellement de vedettes, de ministres, d'accès au pouvoir au niveau européen. Charles Michel est président du Conseil, Sophie Ilmès Premier ministre, Adja Labib ministre des Affaires étrangères. Je dois défendre aussi en priorité les préoccupations des élus ou de citoyens issus de la diversité, en particulier les Congolais. En défendant tous les Belges, mais j'ai une spécificité. La préoccupation, les soucis des Congolais sont assez particuliers. Pour mieux le défendre, il fallait que je sois dans un grand parti. Le grand parti, c'est le maire qui m'a bien accueilli, qui me donne la 4e place, c'est-à-dire pratiquement un poste de parlementaire déjà presque garanti. Et je demande à mes concitoyens, faites mentir tous ceux qui pensent que les Noirs ne votent pas le MR, que le MR ne peut pas s'occuper des préoccupations des Congolais. Donnez des voix au MR, particulièrement sur ma personne, celle de Mijane, Shadaï Mobutu, André Kaloubi, Julien Mukonde et Boboko et tous ceux que j'ai amenés sur cette liste pour montrer vraiment que nous, les Congolais, nous pouvons peser dans un grand parti. Mon enjeu est celui-là, M. Le Sakweno. Les Congolais pèsent dans un grand parti. Il y a 2 grands partis dans ce pays. Je peux me permettre de le dire. Il y en a 2, le PS et le MR, n'est-ce pas? Il est important pour vous, pour vos enfants, pour nous, que nous soyons respectés et que nous pèsions lourdement. C'est pour ça que j'ai amené une dizaine de candidats sur la liste. C'est une première. Une dizaine de candidats congolais subsahariens sur la liste du MR. Et j'espère en tout cas que les Congolais vont nous faire confiance. Ils ne vont pas nous les regretter. Ils seront mieux entendus que par le passé, que dans de petits partis dans lesquels il n'y a pas moyen de faire bouger les choses.